Bon, on va essayer de respecter le timing. Il y a des gens qui vont encore nous rejoindre durant la conférence. Je vais peut-être donner la parole à Marc Joden. Marc, il est membre Ecofin. Comment anticiper et gérer la vente de sa société? Donc, c'est tout un programme qui nous propose pendant une grosse demi-heure et ensuite nous aurons un networking accompagné du jeu concours de BSPK. Alors, je ne vais pas plus trop tarder. Marc, je te cède la parole. Très bien. Merci Didier déjà pour cette présence aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Donc effectivement, le sujet du jour étant comment anticiper et gérer la vente de mon entreprise, qui est en fait un processus assez long, assez particulier, avec beaucoup d'émotionnel, parfois plus émotionnel que du reste d'ailleurs. C'est quand même important d'avoir une vraie réflexion, d'anticiper ce processus-là et parfois et souvent même de se faire accompagner. Donc, j'ai préparé une présentation, donc j'espère que celle-ci va maintenant s'afficher. Vous me le direz. Est-ce que vous voyez cette présentation? Oui. Ah, oui. Oui. Voilà, maintenant que la technique y est, on peut y aller. Donc, j'ai voulu en tout cas vous décrire 8 étapes du processus de cession. Juste peut-être, avant de commencer ceci, Didier, si je peux me permettre, moi sur l'écran, je ne vois que la présentation PowerPoint. Donc, si jamais tu as des intervenants qui voudraient ou qui veulent intervenir, je ne le sais pas, donc dis-le-moi. Oui, ok. Hein, voilà. Parfait. Voilà, donc les 8 étapes du processus de cession de l'entreprise qui sont, vous le voyez ici, la prise de décision, la préparation, la recherche, la lettre d'intention, l'audit, la négociation, la signature et la possession. En une demi-heure, évidemment, l'objectif est de vous décrire et de parcourir, de vous sensibiliser au processus. Après, nous pourrons toujours aller plus en détail dans chacune de ces étapes de manière en message privé ou en interaction un peu plus particulière. Ici, en tout cas, c'est une vue du processus complet. La première étape, telle que je le décris, est en tout cas la prise de décision. Et finalement, c'est une étape assez émotionnelle parce que quand on a créé l'entreprise, son entreprise, qui est en fait souvent son projet de vie, finalement, on a vraiment une bonne partie d'émotionnel sur ce processus et souvent une prise de conscience ou par rapport à sa position, au choix, au timing, mais aussi finalement, est-ce que l'entreprise peut continuer son chemin, sa vie, avec un seul capitaine à bord? Est-ce qu'il ne faut pas d'autres partenaires dans l'entreprise? Donc, il y a vraiment toute une réflexion qui est faite sur le projet d'entreprise, mais aussi celui du dirigeant. Par exemple, quand j'écris que faire après de ma vie, c'est une vraie question parce qu'en fait, ça fait partie du processus de décision et il n'y a pas de timing, si vous voulez, pour ce processus, cette prise de décision. C'est quelque chose qui vient naturellement en fonction du rythme de chacun, en fait. Mais ce qui est important de savoir, c'est effectivement la part d'émotionnel dans le processus, et on verra tout au long de cette présentation que l'émotionnel est fort présent et qu'une des clés de réussite, d'anticipation et de préparation est surtout la gestion de l'émotionnel dans cette session d'entreprise. Un des points, en tout cas, mais tous les points sont importants, mais la préparation de votre entreprise avant est en fait important pour bien appréhender, pour bien préparer, pour bien prendre la mesure de l'ensemble de ce qui va être discuté plus tard avec l'acquéreur, ou en tout cas le candidat acquéreur. Mais aussi, c'est une manière de faire le tour du propriétaire, de faire un audit, on va l'appeler comme cela, un audit interne de votre société,
Et si vous voulez, c'est une vision à 360 degrés de votre société qui couvre l'organisation juridique, la dépersonnalisation de l'organisation. C'est tellement important d'éviter que quand le chef d'entreprise commence à tousser, l'entreprise prend le rhume, comme je dis souvent. Mais ça fait partie, en tout cas, ça contribue à diminuer la valeur de l'entreprise quand l'ensemble des projets de celle-ci est effectivement totalement dépendante de son chef d'entreprise. J'ai eu l'occasion, si vous voulez, de gérer comme ça la session d'un groupe belge. Et pendant 3 ans, on a commencé en 2014, on a terminé en 2017. C'était une société avec des filiales à l'étranger et c'était une société familiale. On l'a vendue à un groupe coté en bourse. Donc, le changement de vision et d'orientation a été lent, mais il a fallu avoir l'agrément, l'accord du dirigeant et tout ça s'est fait assez naturellement, mais doucement. Et donc, quand on parle d'un timing de préparation de l'entreprise, c'est effectivement un timing, c'est une anticipation à 2 ans, 3 ans. 1 an est assez court parce qu'en fait, on le verra plus loin, la particularité de bon nombre d'entreprises familiales, finalement, dans la gestion au quotidien, on n'a pas dans notre lucarne, dans notre viseur, cette volonté ou cette vision de cession en permanence. Alors que peut-être ça devrait être présent, mais on le verra plus tard. Les normes environnementales, en fait, c'est de plus en plus présent dans les processus de cession. Et donc, les normes environnementales, il faut le savoir, on parle de bâtiments, de pollution de sol, mais aussi la gestion de la flotte des véhicules quand il y en a, la gestion de la production, le recyclage des huiles, la gestion du CO2, c'est quelque chose qui participe non pas à une valeur objective, mais c'est quelque chose qui va déclencher ou qui va faire déclencher chez le candidat acquéreur un intérêt à votre entreprise et il va y retrouver sans doute une valeur ajoutée intrinsèque. Le choix de l'expert en transmission, c'est vraiment une vraie réflexion de votre part, en fait. Ça, c'est quand même un point d'attention que vous devrez avoir parce que tout au long de cette histoire, de votre histoire, vous allez créer une équipe. Et il va quand même, enfin, c'est effectivement un travail d'équipe dans lequel parfois il y aura le rôle d'un bon et parfois le rôle d'un méchant. On le verra aussi plus tard comment ça s'articule, ça s'organise. Mais vous devrez avoir des affinités dans le choix de votre expert en transmission d'entreprise. C'est très très difficile de faire un processus de transmission seul. D'abord parce qu'à un certain moment il y a de la technicité dans le projet. Et puis à un certain moment, et puis aussi parce que l'émotionnel qui est toujours présent, ben vous aurez besoin à un moment donné d'une épaule, si vous voulez, pour évacuer les informations que vous recevrez, parfois les mauvaises informations, et pour avoir un miroir de réflexion aussi à travers votre expert. Ce que j'ai mis en vert, c'est en tout cas à chaque fois les zooms qu'on va établir plus loin. C'est la mise en place d'un business plan et du plan de continuité et soigner les comptes annuels. On va le détailler tout de suite après. Ceci étant, dans cette préparation, il y a un outil qu'on aime bien, nous les experts, c'est en fait l'établissement d'un diagnostic de votre entreprise. C'est donc un diagnostic qui est fait à 360 degrés, où on parcourt du juridique, du social, du commercial, du marketing, du management. Et donc, on établit un SWOT de votre entreprise aussi, en particulier, mais ça va vous permettre, en tout cas, de préparer et d'objectivation de votre entreprise plus en détail. Alors, dans cette préparation, déjà, on a la mise en place d'un business plan et du plan de continuité. Voilà, tout va bien, hein, vous m'écoutez, le son passe, tout oui, passe, très très bien. C'est super. Dans cette préparation, si vous voulez, on a plusieurs éléments. Il y a d'abord souvent une confusion qui est faite. C'est que le plan financier est en fait une composante du business plan. C'est une partie différente.
Et c'est tellement essentiel déjà d'établir un business plan dans un rythme de vie normal, traditionnel d'entreprise, parce qu'en fait, ça vous définit un fil rouge, un guidelines dans votre gestion d'entreprise, vis-à-vis de votre personnel, de vos partenaires, de vos clients. Mais c'est encore plus important dans le cadre d'une session d'entreprise, parce qu'en fait, ce plan financier va vous permettre à nouveau d'objectiver une valeur d'entreprise, de donner une vision aux repreneurs, mais aussi à vous, et en tout cas de vous conforter dans votre décision de transmission, et aussi de sécuriser le repreneur sur la pérennité de votre entreprise. Là aussi, il m'est arrivé, si vous voulez, quand on a vendu une entreprise à un groupe étranger, une autre, on est arrivé en début de réunion, et puis à la fin de la réunion, le CEO du groupe nous a dit, mais écoutez, en début de réunion, j'étais convaincu à 50% du rachat de votre entreprise. Maintenant, avec votre business plan, je suis convaincu à du 100%. Et donc, c'est aussi un élément déclencheur. Dans ce business plan, on a le plan financier, qui est en fait, voilà, vous voyez un peu la vision, qui est en fait un budget étalé sur plusieurs années, où on y met des périmètres d'élaboration, des périmètres d'inflation, des périmètres de croissance de marché, des croissances internes, des notions de composants d'augmentation de personnel. Donc tout ça, à nouveau, va être aussi un outil de valorisation objective, prospective de votre entreprise. C'est une partie de la valorisation. Mais c'est une préparation qui est indispensable. Un autre plan, enfin une autre notion qui arrive doucement sur le marché et qui plus est avec la crise Covid qu'on vient de passer, c'est en fait la mise en place d'un plan de continuité. Et donc ce plan de continuité, c'est quoi? C'est comment mon entreprise peut fonctionner s'il arrive un accident de parcours au management, aux actionnaires ou à l'ensemble des intervenants ou un incendie ou que sais-je. Pas plus tard que l'année dernière, j'ai dû procéder à une transmission d'entreprise où le gérant a eu un accident dramatique de voiture. Il y avait 23 personnes et du jour au lendemain, son épouse a repris brillamment, je vais le dire, la gestion de l'entreprise, mais avec ses compétences, si vous voulez. Pardon? La connexion n'est pas parfaite. Ah, attends. On va essayer de régler ça. Ça va mieux ou pas? Là, ça va mieux, oui. Ok. Donc, je sais pas où ça a été coupé. Je disais que cette épouse a repris le flambeau de son mari qui a eu un accident dramatique de voiture, dans les circonstances évidemment très pénibles que vous pouvez imaginer. Et donc, il a fallu pallier dans l'urgence à la diminution brutale d'un chiffre d'affaires, parce que là aussi, il y avait une personnalisation importante du dirigeant, rassurer le personnel et remettre cette entreprise en going concern, c'est-à-dire en continuité de business. Et ça a été très difficile. On y est arrivé après un an, on a retrouvé un acquéreur et cette entreprise reprend son chemin. Tout ça s'est fait en plein Covid en plus. Mais ce que je veux souligner, c'est vraiment l'importance du plan de continuité. C'est quelque chose que vous devez rédiger. C'est pas forcément quelque chose qui doit faire des pages, mais il faut le faire. À plus grande échelle, Belfus l'a fait, mais bon, on parle d'une autre taille d'entreprise, mais ils y ont même inclus des bunkers dans lesquels certains de ses employés d'un niveau 4, pour pas les citer, doivent travailler dans un bunker dès qu'il y a un risque de pollution fort ou nucléaire. Mais bon, c'est un autre domaine, c'est une autre échelle, mais en tout cas, ce plan de continuité, j'y reste un petit peu parce que c'est une importance certaine. Alors, vos comptes annuels, si vous voulez, vos comptes annuels, c'est en tout cas ce sont les premiers documents, et j'ai envie de dire les documents commerciaux de votre entreprise. À chaque fois que vous avez des partenaires, vos partenaires vont aller consulter vos comptes, le résultat de vos exercices précédents, l'importance de vos fonds propres, votre trésorerie, et donc
Souvent en Belgique, bon, on peut tout à fait comprendre, on a une volonté de payer moins d'impôts, sauf que quand on est dans une situation et dans une préparation de cession, finalement, votre bilan d'entreprise doit être finançable, parce que c'est ce bilan qui va être présenté aux banques. Et donc, s'il y a trop peu de résultats d'exploitation qu'on peut retraiter et interpréter et corriger dans le cadre d'une cession, mais votre document, enfin votre bilan d'entreprise ne passera pas auprès des organismes de crédit. Et donc, on va vraiment passer d'une situation d'optimisation fiscale, excusez-moi, à une vision de croissance bilantaire. Ça, c'était important de le donner en incluant des notions du bilan dans les notions de trésorerie, de haut de bilan. C'est un peu technique, mais il faut le savoir. Souvent, c'est du haut de bilan qui finance le haut de bilan, les actifs de haut de bilan, et ne pas se trouver dans des situations de risque de trésorerie. Pas plus tard que le mois dernier, on a arrêté, je représentais l'acheteur, on a arrêté la reprise parce qu'effectivement, il y avait beaucoup d'immobilisation incorporelle, donc du haut de bilan dans les actifs, mais qui était financée par du crédit court terme. Donc, on a arrêté le process et on a conseillé aux repreneurs de passer à la phase de diagnostic, à la phase de préparation, pour mieux la vendre dans 6 mois ou dans 1 an, et peut-être de revenir vers nous. Mais c'est une notion fort, fort importante. La phase suivante, qui est en fait une phase de recherche et de choix, c'est un peu une zone rouge confidentielle dans laquelle il va falloir trouver un équilibre de motivation et donc émotionnelle et émotive donc du cédant, dans son impatience de transmettre, parce que quand on a commencé le processus de cession, on a envie que ce soit fait demain ou après-demain, sauf que parfois c'est pas si simple. Mais donc ce rôle d'équilibre cet équilibre entre la motivation à avoir, à conserver, à maintenir le niveau d'activité de l'entreprise et aussi à ne rien dire vis-à-vis du personnel. Donc c'est en fait une position délicate, mais qui est fort essentielle également. Il faut savoir que dans le cadre d'un processus d'entreprise, finalement, le repreneur candidat va revenir sur les 6 derniers mois, sur l'année dernière, les 12 derniers mois, et en fait va mettre l'entreprise en zoom. Donc le maintien du chiffre d'affaires est essentiel, si vous voulez. C'est quelque chose d'important. Dans le cadre de votre préparation aussi, dans la phase 1 évoquée avant, vous pourriez aussi avoir une première réflexion, qui peut reprendre mon entreprise, dans mon réseau, dans mon entreprise, dans ma famille. On verra aussi que le professionnel qui vous accompagne, il a tous des réseaux importants. En ce qui me concerne, je suis membre de l'Asso Access et je suis membre aussi de Transeo, qui est en fait un organisme international de conseillers, d'experts en entreprise, qui sont en fait mes collègues. Mais en tout cas, ce réseau est fort important car il nous permet parfois de débloquer des dossiers. Quand on parle d'identification d'un repreneur idéal, on verra par après, mais déjà ici, est-ce que dans l'entreprise, on n'a pas quelqu'un qui peut reprendre l'entreprise? Parce que souvent, ça va coller avec vous. Il a acquis l'esprit de l'entreprise, le mode de fonctionnement. Donc, c'est quelque chose à ne pas négliger. Dans la recherche et l'identification du repreneur idéal, on a un peu des points un peu plus techniques, en fait, si vous voulez. C'est sa capacité financière qui est fort importante. Et s'il n'en a pas, par exemple, si c'est un cadre de l'entreprise qui est pressenti à la reprise, est-ce qu'on ne peut pas le faire intervenir ou faire intervenir des fonds privés? Il en existe énormément sur le marché et c'est pas obligatoire d'avoir des cibles d'entreprise au-delà de 20 millions. On est parfois avec des cibles d'entreprise de 2 millions. Il y a 6 mois, j'ai fait passer une session d'entreprise via un fonds belge et on parlait d'1,5 million. Donc c'est tout à fait jouable
Et il faut avoir alors des structures, ce qu'on appelle des mezzanines, avec des fonds propres, des fonds privés et du bancaire. Quand j'interviens pour le vendeur, je n'interviens évidemment jamais pour l'acquéreur et le vendeur. Mon confrère est tout à fait au courant des pratiques du marché, mais on peut en discuter légèrement et puis lui prendra le relais, quoi. Est-ce que le repreneur idéal va avoir la volonté de maintenir le personnel, la production? Ça, c'est des discussions que vous devrez avoir, vous d'abord, avant de rencontrer le candidat. Et une fois que vous avez rencontré le candidat, c'est des discussions assez ouvertes que vous devrez avoir avec lui. En fait, on peut parler de tout, et il faut parler de tout dans ce processus. Il faut être assez ouvert, ne pas avoir peur de poser des questions. D'abord, quand on pose une question, la seule réponse qu'on peut avoir, c'est un non. Donc, je pense qu'il faut ouvrir toutes les portes. Mais finalement, peut-être le critère le plus important, c'est est-ce que l'esprit du repreneur va matcher déjà avec le vôtre et au-delà de ça, avec votre entreprise. Donc, cette notion-là, il faut quand même l'avoir en tête déjà à partir de la phase 1, qui est la phase de réflexion et de préparation. Ça, c'est une donnée tout aussi importante. Ensuite, une fois qu'on a rencontré le candidat, qu'on a des discussions préalables, il y a souvent des discussions, ce que moi j'appelle un peu en sous-marin, si vous voulez, des discussions entre collègues professionnels, experts du chiffre. Est-ce que ça cadre bien avec le projet du repreneur? Le repreneur a rencontré le cédant, il est convaincu de son projet. Et donc, et bien évidemment, il a signé une clause de confidentialité. Cette clause de confidentialité, j'y veille particulièrement à transmettre de l'information, mais on va dire à monter en puissance dans ce processus de transmission de l'information. Il faut faire excessivement attention, en tout cas nous professionnels, de ne pas donner trop d'informations trop tôt et donc de ne pas avoir le bon timing. Pourquoi? Parce que ça peut être un concurrent qui vient, ça peut être un curieux, ça peut être quelqu'un qui n'est pas convaincu, donc il faut faire excessivement attention dans cette transmission d'information. Toujours est-il que quand on a cette lettre d'information ou cette lettre d'intention qui est signée, le repreneur va s'engager. Est-ce qu'il faut faire une lettre d'intention liante ou non liante? Est-ce qu'il y a des clauses suspensives? Bien évidemment que oui. Et puis, ce qu'il faut certainement retenir de cette phase-là, c'est que la lettre d'intention est en fait un contrat. Et dès lors qu'il va être accepté par les deux parties, les termes et le contenu de la session sont déjà discutés ici. Et ça, c'est effectivement important à retenir, c'est-à-dire que, à nouveau, il faut parler de tout, mais il faut prévoir l'ensemble des cas de figure. Et donc, cette lettre d'intention, qui est en fait un pré-contrat de cession, si vous le souhaitez, avec des clauses suspensives d'octroi d'un financement, maintien de l'activité, trésorerie, doit obligatoirement être lu par un juriste. Je travaille avec un juriste, un avocat en droit d'affaires, et donc même si je suis un généraliste juridique, tout ce qui est des lettres de droit sont revues par lui. Mais c'est une phase, c'est important de le savoir, parce que je peux faire un parallèle un peu grossier avec un compromis d'une maison, si vous voulez. C'est ici que ça se passe. Après, il y aura des éléments de négociation qui vont venir plus tard, de par l'audit, de par des éléments qu'on n'a pas vu tout de suite, mais en tout cas, c'est essentiel ici. Le prix de cession sera déjà déterminé avec les éventuels earn-out, et donc, à nouveau, avant que cette lettre d'intention soit établie, écrite et envoyée au cédant, il y aura toute une série de discussions techniques en sous-marin qui sera effectuée par les professionnels, entre les professionnels, et aussi en relation avec leurs clients respectifs. Alors, on en vient à cette phase d'audit. Alors, l'audit, si vous voulez, c'est une phase assez technique qui doit être gérée par des techniciens, qui prend du temps, parce que c'est un peu une pelote de laine qu'on déroule et puis finalement,
des questions entraînent des nouvelles questions et puis les réponses entraînent d'autres questions. Il va falloir une résistance au stress parce que souvent on a l'impression en tant que cédant que c'est une phase qui ne finit pas. J'ai personnellement, en tant que conseil d'un cédant, assisté à une phase d'audit qui a duré près de 6 mois alors que ça aurait dû durer 1 mois et demi, pardon. Et donc on en avait marre à un moment donné, mais il y a aussi un équilibre à tenir entre, un peu comme la loi de Pareto, les 80-20, qui est aussi présente ici. Quel est l'équilibre que je dois conserver dans la transparence que je dois obligatoirement accorder et l'accès à l'information? Est-ce qu'à un certain moment, cette information doit totalement être communicable? Est-ce qu'on n'a pas une limite, si vous voulez, dans l'exigence du repreneur? Voilà, c'est ici aussi un équilibre qui doit jouer, c'est le rôle des experts. Ici aussi, on a beaucoup d'émotionnel. On a et de la technicité et du relationnel qui rentre en ligne de compte, mais c'est notre métier, si vous voulez. En ce qui me concerne, au-delà de ce métier que je pratique avec passion, je suis également médiateur agréé auprès de la commission de médiation fédérale et je suis agréé en matière civile et commerciale et ça m'apporte une fenêtre extraordinaire parce qu'en fait, on discute souvent par rapport aux intérêts et pas par rapport aux positions. Donc, voilà. Donc, c'est un équilibre à conserver, mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Et je vais même vous dire plus, c'est un audit à blanc devrait être préparé dans la phase de préparation de votre entreprise parce qu'en fait, ça va vous permettre de prendre conscience peut-être des petites lacunes qu'on a, mais ces petites lacunes vont être excessivement importantes dans la phase de négociation finale. Alors, on en vient à cet audit, si vous voulez, qui est en cours, qui est terminé. Et donc, les conclusions de l'audit qui seront élaborées par les techniciens qui seront intervenus vont servir aux déterminations de garantie de passif, aux clauses de réserve, aux éventuelles négociations de réduction de prix ou de toute autre clause de protection. Donc, d'où l'importance d'avoir une bonne préparation à blanc de cet audit et donc l'importance de se faire assister obligatoirement par un technicien pour ne pas vous faire manger par quelqu'un qui serait trop exigeant. Mais c'est vrai que l'audit va servir à la rédaction finale de l'acte de cession de part. Alors, la négociation, si vous voulez, c'est un peu la phase de tous les dangers. C'est que le diable se trouve dans les détails. Il faut avoir vraiment, ici, on parlait au début de la présentation de gestion d'équipe avec votre partenaire, mais vous savez, nous, les partenaires, on est que de passage. À un moment donné, on va s'en aller, alors que vous allez être présent avec le repreneur. Et donc, une partie de notre rôle et de notre job, c'est à un certain moment de vous protéger dans les prises de décision qu'on va prendre, et on parlait du bon et du méchant, mais nous, on peut prendre le rôle du méchant avec bienveillance, bien sûr, mais on peut le faire. C'est que ça va vous protéger dans votre collaboration future avec le repreneur, et ça va aider aussi à la réalisation de la transaction. Quand j'écris, il faut valoriser les propositions faites et prendre le temps. C'est tellement important parce que là aussi, ça fait partie non seulement d'une bonne préparation. Quand on prépare la transmission d'entreprise, finalement, il faut envisager tous les cas de figure. Qu'est-ce qu'on fait avec l'éventuel bâtiment qui est là? Est-ce qu'il faut le loger dans une autre société? Est-ce qu'il faut créer déjà une holding ou pas? En fait, il faut l'envisager, il faut préparer cette négociation bien en amont de cette phase-ci, en fait. Et il faut déjà le préparer dans votre tête dès le début, si vous voulez. Qu'est-ce que je suis prêt à lâcher? Quel est mon rôle du futur? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Quel est mon seuil minimum d'acceptation? Et donc ça, c'est important. C'est aussi important de ne pas prendre de décisions émotionnelles. Enfin bon, on est un peu tous à ce type de réaction, mais enfin, il faut être autant que possible dans la rationalité de la gestion du projet.
Et finalement, on en vient à cette phase de signature qui est en fait, tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout, il n'y a d'accord sur rien. Et ça, c'est quand même une prise de conscience qui doit être là. J'ai vu un deal qui a failli se capoter parce qu'en fait, le rôle et la position de sa secrétaire n'étaient pas clairs, alors que sa secrétaire, au-delà de son métier, de son rôle dans l'entreprise, ben, s'occupait de gérer le parc immobilier privé du vendeur. Et donc, il a failli faire capoter l'ensemble de l'histoire pour des détails, mais c'était important de l'écrire, enfin, c'était important d'en parler, mais c'est par rapport à ce cas de figure, c'est important aussi aux cédants de prendre conscience qu'il y a une limite aussi dans la négociation. On peut parler de tout, on peut pas forcément négocier tous les sujets, et donc il y a aussi voilà, une prise de conscience de ce qu'on peut faire et ne pas faire. La communication au personnel doit être préparée de concert avec leur preneur. Souvent, j'accompagne même la communication personnelle parce que ça, à nouveau, ça protège et le cédant et le repreneur et ça met du lien dans la continuité de l'histoire. Et cette préparation doit être faite de manière conjointe, sereine, réfléchie et souvent avec un drink en fin de journée, en fin de semaine. Enfin, il faut aussi prendre conscience que le personnel a parfois des craintes par rapport au maintien de leur emploi, au maintien de leur salaire, ils ont des charges, ils ont une famille, donc c'est quelque chose qui doit être préparé aussi de manière sereine. Donc ça, c'est important de cette phase de décision qui est là. Et puis finalement, et je regarde un peu le temps parce qu'on peut essayer de cadrer dans la demi-heure, on a la phase de post-session. Il faut certainement préserver le repreneur dans son rôle de reprise, il faut lui donner toutes les chances de réussite. Il faut communiquer aux partenaires via des conférences de presse peut-être, qui sont les fournisseurs, les clients, le marché, pourquoi pas. Et aussi, il faut que le cédant suive, si vous voulez, ou respecte la clarification de son rôle dans le cadre de la cession de l'entreprise qui vient d'être faite. Et donc, il faut à nouveau préserver le repreneur et permettre à ce que le projet réussisse finalement. En fait, ça c'est essentiel. Ce cédant qui évidemment va avoir une autre vie, qui va accompagner l'entreprise, bah, finalement il va falloir qu'il devienne l'ambassadeur de son ancienne entreprise et accepter des nouvelles fonctions. Voilà un peu ce que je voulais vous dire un peu dans la demi-heure qui nous était impartie. Donc c'était un peu une vision pas rapide, mais un peu transversale du projet. Sachez que nous, on a au sein de la société évidemment des relais de réseau et de contact, et je serais très heureux de pouvoir en discuter avec vous de manière plus personnelle. En tant qu'affilié au chèque entreprise, soit Access et Transeo, on a des relais efficaces de gestion. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut préparer, il faut y prendre du temps et il faut le voir de manière sereine. Voilà. C'est en tout cas ce que je voulais vous dire au sein de cette demi-heure qui vient d'être écoulée. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou des réflexions ou Didier, si tu veux intervenir. Oui, l'idéal serait de couper donc ta présentation afin qu'on puisse à nouveau te voir et qu'on puisse échanger entre nous. Voilà, si tu veux bien couper. Est-ce que ça marche? Magnifique, voilà, ben oui, ça marche très bien, bravo. Alors, il y a des questions. On va commencer peut-être par Yves. Bonjour Monsieur Jeannine, merci. C'est une présentation mais qui est vraiment très précise, très bien structurée. Donc au moins je vois très clair dans le process et il est très bien décrit. J'ai juste une question, remarque en fait. Lors de la phase d'audit, c'est une période qui est très délicate puisque quelque part il faut savoir mesurer de quelle manière on va se mettre un peu à nu par rapport au repreneur et gérer cette situation de retrait parce que toute information donnée, quand bien même il y a des mesures, des contrats, des NDA, etc., le droit étant ce qu'il est, la réalité humaine est une chose, on ne doit pas non plus se mettre totalement à nu parce que l'information qui a été donnée, vous pouvez la récupérer ou prouver qu'elle a été exploitée plus tard, c'est difficile. Comment ça se gère réellement ?
C'est certain. Et c'est une vraie remarque et une bonne remarque, et merci pour votre question. Autant je disais qu'il va falloir que nous gérions la transmission de l'information de manière graduelle, autant en fonction de l'offre et de la demande par rapport à ce projet, est-ce qu'il y a un seul candidat ou pas, on a un outil qui est quand même assez intéressant pour préserver cette notion de confidentialité, c'est ce qu'on appelle la lettre d'intention liante. C'est qu'à partir du moment où l'acquéreur a signé une lettre d'intention liante, ben, on est dans un contrat, donc il y a une obligation de rédiger la transaction finale. Donc ça protège effectivement le cédant dans sa transmission de l'information. Ça protège souvent aussi l'acquéreur pour dire ben, moi ça me rassure et je peux y aller. Et ça crée un cadre de discussion un peu plus ouvert. C'est pour moi la meilleure manière de sécuriser la confidentialité. Maintenant, faut être tout à fait transparent. On ne peut pas garantir que l'intention liante va permettre la signature à 100% d'un deal parce qu'il y a toujours des clauses suspensives restrictives qui sont l'octroi de financement bancaire, si vous voulez. Mais c'est quelque chose qui peut se structurer différemment. On peut phaser l'octroi d'un financement bancaire et mettre du phasing dans l'audit qui va être décalé par cet octroi de financement. Donc, effectivement, il faut faire attention de cela. D'accord, merci. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'utiliser un tiers de confiance? Un tiers de confiance qui peut, je veux dire, garantir que certaines informations ne sont pas directement livrées quand elles sont essentielles quoi, à la session. Qu'est-ce que vous appelez un tiers, par exemple? Parce que... Disons qu'une personne, je veux dire, une personne qui pourrait être intermédiaire entre le cédant et le repreneur et qui garantirait que l'information qui est transmise n'est pas communiquée directement. Oui. Nous, entre professionnels, évidemment, on a des chartes de fonctionnement et une déontologie. Donc, en permanence, si vous voulez, on a une appréciation du risque, de la volonté du candidat. Et c'est pour ça que j'évoquais qu'avant l'établissement d'une lettre d'intention liante ou non liante, mais on préfère évidemment qu'elle soit liante, il y a beaucoup de discussions techniques entre professionnels. C'est un métier de relations humaines et d'appréciation en permanence, en fait. D'accord. Donc, merci. Voilà, avec plaisir. Merci Yves pour ces pertinentes questions. Quelle formation, en fait, je veux dire, vous avez à la base, Monsieur Jonen, vous êtes plutôt juriste avec une spécialisation, plutôt dans l'expertise comptable, audit financier? Écoutez, à la base, j'ai une formation d'expert comptable. J'ai été expert comptable pendant 20 ans. Et dans le cadre de ma formation, j'ai fait 8 ans de cours du soir à la Chambre belge des experts comptables. Ouais, et dans ce cadre-là, j'ai une formation assez poussée juridique en termes de droit commercial, droit international, privé, public même, et même du droit maritime. Mais en tout cas, j'ai vraiment un mix entre du juridique. Alors, du droit fiscal est aussi du juridique. Et puis, à côté de ça, dans mon parcours professionnel, si vous voulez, j'ai été CFO dans plusieurs structures internationales. Le groupe Pierre Fabre, par exemple, ce qui est un groupe pharmaceutique cosmétique. Donc, j'ai été CFO pour le Benelux, pour le groupe de la Cité en Belgique aussi, et puis aussi au Sporting d'Anderlecht, alors bon, qui est une vraie entreprise. Voilà, même si c'est du foot, mais il y avait quand même 120 personnes et 100 millions d'euros de budget, quoi. Donc voilà, à côté de ça, et donc j'ai ce parcours-là, en fait, et en permanence, j'ai une approche macroéconomique des projets et juridiques. Merci. Voilà, avec plaisir. Voilà, je ne sais pas, on peut rester avec Jean. On va voir si ça fonctionne. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Mais oui, très bien. Ah, bah, désolé, j'avais un problème de connexion. Voilà, maintenant tout va bien. On t'écoute, Jean. Voilà, bonjour Monsieur Jennen, merci pour la présentation. Oui, j'avais deux petites questions. La première, très contextuelle par rapport à la situation que nous vivons à l'heure actuelle. Vous avez parlé de plan de continuité tout à l'heure, et je voulais savoir si, justement, en termes de process de réflexion, vous avez un peu revu, je dirais, les choses. Je pense notamment à pas mal d'entrepreneurs qui, par exemple,
travaillé avec un fournisseur unique et qui ont eu une rupture au niveau de la chaîne d'approvisionnement, qui ont dû se retourner vers d'autres fournisseurs. Voilà. Est-ce que dans les due diligence, par exemple, c'est quelque chose que vous mettez alors peut-être un peu plus au goût du jour? D'abord, il faut savoir qu'on sort seulement de cette crise sanitaire et donc on a encore beaucoup d'inconnus quant au savoir de quelle manière les entreprises vont fonctionner, vont retrouver ou chercher d'autres points d'équilibre. Donc, il y a encore beaucoup d'inconnus puisqu'en fait, pendant 2-3 mois, on était chacun chez nous et on ne se parlait pas. Donc maintenant, les choses commencent un peu à se réouvrir. Effectivement, il faut rééquilibrer, il faut passer à travers ce plan de continuité, à nouveau le scanning de l'entreprise dans un 360 degrés, peut-être mettre à niveau les procédures d'achat, d'attribution de fournisseurs, mais aussi les procédures de recouvrement client. Donc, ce sont des éléments qui viennent maintenant parce qu'il y a une prise de conscience, tout ça a été un peu chahuté ces 2 ou 3 derniers mois, et en même temps, ça donne du corps à l'entreprise. Donc, voilà, si je peux vous répondre, c'est effectivement passer en revue l'ensemble des départements et des process de l'entreprise et ne pas négliger ce plan de continuité pour ne pas se retrouver dans des situations catastrophiques telles que je l'ai vécu. Ok, merci. La deuxième question, c'était par rapport à la valorisation objective de l'entreprise. Cette semaine, je voyais justement un reportage qui disait que Coca-Cola, alors évidemment on est dans des sphères, des niveaux élevés, de grosses entreprises, mais Coca-Cola se valorisait avec ses experts internes à 300 et quelques millions de dollars, alors qu'un cabinet externe d'experts les valorisait à plus de 3 milliards de dollars. Évidemment, je pense que la vérité se trouve entre les deux, mais à part, je dirais, en utilisant les bilans, les plans financiers, des données objectives chiffrées, est-ce que vous utilisez, par exemple, des rapports externes? Maintenant, il est difficile pour les plus petites structures d'avoir je dirais, des données comme pour Coca-Cola, Google ou Amazon, mais est-ce que vous utilisez des sources externes aussi d'analyse pour objectiver des valorisations? Alors, on a en fait nos benchmarks et à nouveau à travers Transeo ou d'autres professionnels, on est en réflexion permanente par rapport aux pratiques du marché. Ça, c'est essentiel. Maintenant, il y a quand même une remarque au préalable, c'est que la valorisation n'est pas le prix. C'est pas parce qu'il y a une valorisation de 100 que ça va être vendu 100. Ça peut être vendu 110 parce qu'il y a un attrait compétitif d'un concurrent ou vendu 90 parce qu'il y a une moins-value par rapport à une défaillance ou un point de faiblesse de l'entreprise. Donc ça, c'est quand même essentiel à savoir. En termes de valorisation objective, si vous voulez, pour faire simple, on a deux chemins. Soit on a une valorisation historique qui est sur base des résultats passés et donc l'importance de mon chapitre sur les bilans, les comptes annuels à établir, et où on a une valorisation sur base des résultats futurs, mais là on est dans le cadre de projets. Et donc on a, avant, si vous voulez, il y a 3, 4, 5 ans, on était vraiment dans des valorisations synthétiques ou schématiques de coefficients d'EBIT ou d'EBITDA. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile parce qu'on tient toujours compte de ce coefficient d'EBIT ou d'EBITDA, mais on le joint avec les positions de trésorerie, on le joint aussi avec les normes et les notions environnementales. De plus en plus, il y a des projets d'entreprise. Quand on parle de Coca-Cola à 3 milliards, enfin, je ne connais pas le dossier, mais les notions, les normes environnementales, la qualité du produit, l'impact sur l'environnement est quelque chose qui rentre de plus en plus dans ce schéma. Et puis à côté de ça, parce que rien n'est simple dans ce métier, on peut aussi scinder ce prix en un prix à payer en une fois ou avec un paiement différé, c'est-à-dire avec des earn-out. Donc voilà, pour répondre à votre question en termes de valorisation par rapport à Coca-Cola, en fait, il y a une valorisation pour autant qu'il y ait un acheteur, si vous voulez. C'est comme une voiture, un asset qui est valorisé à 1 million, ça ne vaut qu'un million qu'à partir du moment où il y a un acheteur qui met 1 million. Donc c'est toujours difficile. En effet, je vous rejoins. Rien n'est jamais à vendre tant que le prix, évidemment, n'est pas là.
Ok, merci. Voilà, avec plaisir. Merci Jean pour ton intervention. Avant de passer la parole à notre ami de chez BSPK, voilà Henri, dès qu'on parle du loup, il est là. Salut, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Henri. J'avais Comment vas-tu dû m'éclipser quelques minutes. Ben, ça va, je vais très bien. Je vais pas pouvoir rester longtemps avec vous, hélas. J'ai entendu plein de bonnes choses de Marc Jonen. J'aurais bien aimé faire depuis le début suivre sa conférence. Et c'est vrai que s'il peut m'envoyer ces slides, ça me ferait plaisir parce que j'avais une question sur un dossier d'un client, sur une valorisation. Donc il faudrait peut-être qu'on en parle en off. Voilà. Certainement. Certainement. Mais de toute façon, je vous enverrai à chacun les slides de la présentation. Comme ça, vous aurez le support, en fait. Hein. Ouais, il faut un accord sur tout, c'est vrai. C'est tellement vrai, la phrase. C'est tout ou rien, en fait. Ah ben, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment, si vous voulez. Il y a tellement d'émotionnel, mais c'est aussi notre rôle à un moment donné de savoir gérer des apartés, de savoir calmer le jeu, de prendre la mesure du tempo, en fait. Ouais, c'est les Voilà. milestones qu'il faut. On est tellement excité à acheter ou à vendre que. Voilà. Oui, c'est tellement vrai, oui, tout à fait. Moi, je viens avec mon petit concours. Non pas que je tienne une librairie, hein, c'est un cabinet de conseil que l'on a. C'est pas une librairie, mais j'essaye de vous offrir un peu de matière grise toutes les semaines avec mon ami Didier Roulans. Et voilà. Et étonnamment, tenez-vous bien, on n'a pas eu de réponse au dernier concours la semaine dernière. Donc, c'est assez affolant. Je me dis, soit ils aiment plus lire, ce qui est possible. Hein. On est tellement dans l'ère du digital que le livre devient désuet, mais voilà. Donc, on remet en jeu un bouquin qui est très sympa, qui est Qu'est-ce qu'un chef de Pierre de Villiers. J'allais dire Philippe, mais Philippe, c'est son frère. C'est son frère qui a le Puy du Fou. Pierre de Villiers, général d'armée, donc il a été commandant en chef des armées françaises. Moi, je vais quand même vous poser deux questions, parce qu'au début, on n'en avait mis qu'une, mais maintenant, on va en mettre deux. Deux questions et une question subsidiaire. Donc, à quelle date est-il venu intervenir pour nous dans le cabinet BSPK? Donc, à quelle date est-il venu intervenir? Et combien d'années est-il resté à la tête des armées françaises? Ça, c'est la deuxième question. Donc, à quelle date est-il venu intervenir pour le cabinet BSPK et combien d'années est-il resté dans l'armée française? Voilà. La troisième question, c'est une question subsidiaire, c'est combien y avait-il de participants à la conférence aujourd'hui de Marc Jonen au début de la conférence? Voilà. Donc, vous envoyez vos réponses à Didier Roulans et moi, je me ferai un plaisir de venir déposer le livre au gagnant ou à la gagnante, bien évidemment, et on fera une petite photo. Très bien, merci pour la transition que tu m'offres sur un plateau d'argent, puisque nous recevrons également Frédéric Pierucci lundi en 8, avec son livre également. Donc peut-être en parler 2 minutes, Henri. Oui, je ne sais pas si mon micro est activé. Oui, très bien. Voilà, donc Frédéric est un ami qui intervient chez nous régulièrement. Et avant de faire une conférence à Luxembourg pour BSPK et une conférence en Belgique, il nous a fait ce petit cadeau d'intervenir chez Ecofin le 22 juin pour parler de son livre et surtout de son histoire, puisqu'il a été vice-président d'Alstom à une période où Alstom devait être acheté par General Electric. Dans la négociation, en outil un peu secret de négociation, il s'est fait arrêter par le FBI à l'aéroport de JFK et il s'est retrouvé 25 mois en prison. Il s'est retrouvé 25 mois en prison où on l'a accusé de corruption dans divers marchés. Et en fait, il a été pris dans un piège qu'on appelle le piège américain, qui est le titre de son bouquin, et qui fait état de l'extraterritorialité du droit. C'est-à-dire des superpuissances comme les États-Unis ou les Chinois utilisent leurs droits, mais en dehors de leurs frontières, pour faire une certaine forme de régulation. Donc il y a des chefs d'entreprise qui se retrouvent parfois bien malgré eux et tout en étant
je vais dire, honnête et droit, pris dans un système qui les dépasse. Voilà. Donc Frédéric sera là le 22 et on fera gagner par contre des bouquins de Frédéric avec une dédicace à l'issue de sa conférence du 22. Mais ça, je mettrai en place avec Didier quelques bouquins à gagner. Ce sera très sympa. Je pense que le 22, vous allez avoir des moments assez croustillants de ses 25 mois passés aux États-Unis. Voilà. Voilà, merci Henri. Et outre également Frédéric, dont nous allons avoir un agenda très chargé les prochaines semaines, puisque tous les jours, nous allons avoir de 1 à 2 conférences par jour, dont déjà lundi prochain, donc on commence avec Bruno Colmont, puis ensuite ce sera sur l'Espagne, on aura Bernard Keppen, on aura Jacques Attali, Maître Afsrift. Au revoir Henri. Et donc on aura, moi, je vous dis tous au revoir, je vous souhaite un bon week-end.